de ce live est une interpellation du gouvernement à clarifier une situation. C'est une interpellation du gouvernement à clarifier une situation. C'est la seule raison pour laquelle on veut faire ce live-là. Avant de faire ce live, je voudrais que la technique nous passe tous les articles qui ont été écrits sur l'uranium du Niger. C'est pour cette raison que je fais ce live-là. Vous allez regarder les articles qui ont été écrits il y a quelques jours jusqu'à ce matin sur une cargaison d'uranium du Niger dont le Togo est en train de se rendre coupable de contrebande. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé ce live-là pour interpeller Faure Gnassingbé, interpeller les Togolais sur ce qui est en train de se passer là et qui est extrêmement grave de mon point de vue. Vous avez vu tous ces articles. Possible vente de 1000 tonnes d'uranium du Niger à la Russie inquiète Paris. Bon, ça, si ça inquiète Paris, c'est leur problème. Il y a un autre article, il y a un autre titre technique. Vous pouvez balancer les captures d'écran. Monde Afrique au Niger. Une partie du stock d'uranium convoité par la Russie a quitté la mine d'Arlit, 1000 tonnes. Voilà. Vous comprendrez pourquoi Faure a décidé d'ouvrir le port de Lomé à Poutine. Vous allez comprendre ça tout à l'heure, pourquoi Faure a décidé d'ouvrir le port de Lomé à Poutine et quels sont les dangers que nous risquons dans cette histoire-là. Frontières fermées, options limitées. Le Niger explore de nouvelles voies pour l'uranium. Voilà. Et donc, ce matin, il y a, ou bien c'est hier, je ne sais plus, c'est ce matin. Donc, c'est hier. Il y a la société Orano qui, je pense, exploitait l'uranium du Niger, qui a sorti un communiqué que je vais partager avec vous, que la technique peut mettre en fond d'écran. Orano condamne le transport illégal de l'uranium entreposé sur le site de la Sommaire, Paris, le 27 novembre 2025. Ce jour, Orano a appris dans les médias qu'un chargement d'uranium a quitté le site minier de la Sommaire, situé à Arlit, dans le nord du Niger. Orano indique qu'il n'est pas à l'initiative de ce convoi et le condamne fermement. Le groupe ayant perdu le contrôle opérationnel de ces mines nigériennes depuis décembre 2024, il ne dispose d'aucune information officielle sur la quantité d'uranium transporté, sa destination finale et les conditions de ce transport en termes de sûreté et de sécurité. C'est la partie qui m'intéresse. Tout le reste, tout ça, ça ne m'intéresse pas. La partie qui m'intéresse, c'est les conditions de ce transport en termes de sûreté et de sécurité. Le groupe ayant perdu le contrôle opérationnel de ces mines nigériennes depuis décembre 2024 ne dispose d'aucune information officielle sur la quantité d'uranium transporté, sa destination finale et les conditions de ce transport en termes de sûreté et de sécurité. C'est ce qui m'intéresse dans ce communiqué. Ce transport contrevient à la décision prononcée en faveur d'Orano le 23 septembre 2025 par le tribunal arbitral du CIRDI, du CIRDI, dans le litige l'opposant à l'État du Niger au sujet de la mine d'uranium de la Sommaire. Le tribunal arbitral avait enjoint à l'État du Niger de ne pas vendre, ni céder, ni même faciliter le transfert à des tierces de l'uranium produit par la Sommaire retenu en violation des droits d'Orano. Orano poursuivra la défense de ses intérêts avec détermination et se réserve le droit d'initier des actions complémentaires nécessaires, notamment pénales, y compris contre des tierces, pour la préemption
de la matière en violation de ses droits d'enlèvement. Alors, ce qui se passe entre Orano et le Niger, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui a été dit dans le communiqué. Les conditions de ce transport en termes de sûreté et de sécurité. Alors, depuis que les articles, on a commencé par écrire les articles sur la probabilité du transport de ce produit hautement dangereux, on n'a jamais entendu, on ne sait pas dans quel pays ça va passer. Mais ce qu'on sait, c'est que le Niger ne peut pas passer par le Bénin, par le port de Bénin. Ils sont en bisbille avec le Bénin. Le Niger ne peut pas transporter cette cargaison pour passer par le Sénégal, c'est trop loin. Ils ne peuvent pas aller en Guinée. La seule option qui leur reste, c'est le port de Lomé. Et quand on sait qu'il y a à peine une semaine, Faure est parti donner des garanties à Poutine qu'il met à disposition le port de Lomé pour servir de porte d'entrée à la Russie, en Afrique de l'Ouest, en termes de transport du matériel militaire et aussi des transports de ce genre de choses. La question est de savoir si le régime togolais est au courant, si le régime togolais a donné son accord pour que l'uranium de contrebande, parce que les deux parties sont en litige et que Orano a gagné les deux premières parties du procès. Malgré ça, le Niger décide d'évacuer l'uranium. Est-ce que l'uranium là va passer par le Togo? Si oui, pourquoi le gouvernement togolais ne communique rien sur cette cargaison qui est en soi dangereux? Parce que l'uranium n'est pas un produit ordinaire. Et surtout que nous n'avons pas... Je vais vous faire une révélation. Vous savez que ce n'est pas la première fois que les produits de ce genre dangereux transitent par le Togo. Ce n'est pas la première fois que ces genres de produits transitent par le Togo. Et par le passé, il y a eu des rapports gardés secret défense qui disent que la zone de Aledio à Bafilo, la zone entre Aledio et Bafilo, est une zone qui a été potentiellement irradiée par ces genres de produits que des camions ont transportés en direction du port autonome de Lomé. Parce que ces camions, quand ils arrivent, avant d'amorcer la zone d'Aledio, faisaient des stationnements à Bafilo ou parfois faisaient des accidents dans la zone d'Aledio. Et donc, on s'est rendu compte que les femmes dans ces zones-là avaient des difficultés d'accouchement et il y a eu un taux de stérilité très élevé à Bafilo et dans la zone d'Aledio à un moment donné. Mais c'est des documents qui ont été classés secret défense pendant des années. C'est-à-dire, la zone de Bafilo jusqu'à la fin de la zone d'Aledio, il y a eu des contaminations, des trucs liés à des transports de matériel hautement dangereux. Parce que il y a des voitures qui stationnaient et donc il y avait l'irradiation des populations. Mais c'est des trucs qui sont restés secret défense, ils n'ont jamais communiqué là-dessus. Donc, vous allez voir, en tout cas, ceux qui sont de la zone de Bafilo et Aledio, ils peuvent témoigner de toutes les difficultés que les femmes ont parfois à procréer et le taux élevé de stérilité dans ces zones-là. Alors, déjà que le Togo n'a pas d'autoroute, on n'a pas d'autoroute, on n'a pas des routes qui sont assez bien faites. Et je vais vous lire ce qui est dit sur le transport de ces genres de produits. Comment transporteriez-vous l'uranium? Ce sont des recherches. L'hexafluorure d'uranium, en raison de sa toxicité, est transporté dans des conteneurs de type 48Y pour l'uranium non enrichi
et dans des conteneurs de type 30B pour l'uranium enrichi. Ces deux types de conteneurs sont de grands cylindres en acier capables de résister à des températures et à des pressions élevées. Cependant, les conteneurs de type 30B sont plus petits afin de limiter les risques de criticité. Et donc, il est dit que le transport de ces genres de mines, de produits, est tellement dangereux pour les populations qu'il faut prendre toutes les mesures. Mais en plus, il faut informer les populations sur le trajet que ce minerai doit prendre pour éviter qu'il y ait des accidents et qu'il y ait des problèmes d'intoxication. On sait que le Togo n'a pas de route et que la plupart de nos routes passent dans les villages et dans les villes et que nos routes sont fondamentalement accidentogènes. Cette semaine, il y a eu l'accident d'un gros porteur, ou c'est la semaine dernière, à Défalé, et ce qui a barré la route entre le sud et le nord. Le gouverneur de la région des Savanes a sorti un communiqué pour dire tous les titans qui doivent rallier Saint-Cancé ou Dapan doivent passer par Sadori, donc par le Dankpek, pour sortir par, je pense, Mango. Donc, nos routes sont foncièrement dangereuses. Nous n'avons pas d'autoroute pour qu'on puisse dire que cette cargaison, au cas où elle devait passer par le Togo, va contourner les villes et il viendra directement au port autonome de Lomé. Alors, nous devons demander au gouvernement togolais de communiquer sur cette affaire-là. Est-ce que l'uranium qui vient de quitter le Niger va passer par le Togo? Est-ce que cet uranium se produit, c'est 1000 tonnes? Ces 1000 tonnes d'uranium, donc potentiellement dangereux, va passer par le Togo? Si oui, quelles sont les mesures que le pouvoir de Faure Gnassingbé est en train de prendre pour protéger les populations tout le long du trajet que ces titans vont prendre, du sud jusqu'au nord? Je parle d'une question de sécurité qui concerne tout le monde. Ceux qui viennent faire des commentaires, qui m'insultent dans les commentaires, vous avez vos parents qui sont de Saint-Cancé jusqu'à Lomé. Vous avez vos parents qui sont partout. Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer Ferdinand. C'est une question de sécurité nationale. Quand on sait la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril 1986 et les effets que cette catastrophe de Tchernobyl a sur les populations en Ukraine jusqu'à ce jour, quand on sait les effets de la bombe à Hiroshima et Nagasaki, quand on connaît les effets de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps au Japon par rapport à une rupture d'une centrale nucléaire, on doit comprendre que nous devons demander des comptes à nos dirigeants. Et donc, toutes les villes, les villages qui sont traversés par la nationale numéro 1, les gens, si cette cargaison doit passer par le Togo, les gens doivent demander des comptes au gouvernement. Faure doit nous dire si cette cargaison d'uranium passe par le Togo, d'accord, alors là, quelles sont les mesures de sécurité que le gouvernement a prises pour protéger cette cargaison, pour éviter qu'il y ait des problèmes quand les titans vont passer? C'est ça ma préoccupation. Ça n'a rien de politique. C'est une question de sécurité et de sûreté des populations. Mais en même temps, vous devez comprendre ce que Faure Gnassingbé est capable de faire pour son pouvoir. C'est-à-dire, lui, il s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est de prendre ses commissions, de protéger son pouvoir. Même s'il y a des choses qui doivent nuire aux Togolais, il s'en fout. Donc, nous devons comprendre que si Faure décide de mettre le port de Lomé à disposition de la Russie, ce sont ces gens de minerais dangereux qu'il veut acheminer à travers la nationale numéro 1 jusqu'au port de Lomé. Faure est quelqu'un de dangereux pour le Togo. C'est un agent étranger qui est dangereux pour le Togo. Oui, mais celui qui dit dans les commentaires l'uranium passait par le Bénin, moi je n'ai rien à foutre. Si ça passait par le Bénin, c'est leur problème. Peut-être que le Bénin a exigé des conditions de sécurité. Nous voulons que le pouvoir du Togo nous communique si cette cargaison va passer par le Togo et quelles sont les mesures de sécurité, de sûreté que le pouvoir prend sur tout le trajet où cet uranium va passer. Quand on parle des choses sérieuses, vous venez faire des commentaires à la con parce que vous supportez le régime. Vous avez vos parents qui sont dans les villages. Vous avez vos familles qui sont dans les villages où cette cargaison va passer. De Saint-Cancé jusqu'à Lomé, cette cargaison va traverser toutes les localités. Malheur à vous si un titan se renverse avec cette cargaison.
Malheur à un village, à une ville, si un de ces camions se renverse avec cette quantité. Donc, quand on parle des choses sérieuses, ne venez pas ici raconter vos conneries, vos commentaires à la con. On parle de sécurité, de sûreté des populations. Et le gouvernement doit parler. Le gouvernement togolais, le pouvoir togolais doit nous dire si cette cargaison va passer par le port autonome de Lomé. Si ça va passer par le port autonome de Lomé, d'accord. Mais quelles sont les mesures de sécurité et de sûreté que le gouvernement est en train de prendre pour que le pire n'arrive pas aux populations togolaises? C'est de ça que moi je parle. Après, si vous êtes unis, vous voulez sauver Faure Gnassingbé, c'est votre problème. Mais je tiens à vous dire que Faure Gnassingbé, il s'en fout. Parce que si il se préoccupait des Togolais, si vraiment cette cargaison va passer par le port autonome de Lomé, ils doivent communiquer. Ils doivent communiquer. Moi, je vais surveiller cette cargaison par satellite. Elle a quitté Arlit. Je vais faire une surveillance par Google Maps, par des méthodes plus évoluées, pour voir quel est le parcours de cette cargaison. Parce que 1000 tonnes, c'est énorme. Et connaissant nos routes, l'état de nos routes, les routes sur lesquelles il y a énormément d'accidents. Et la nationale numéro 1 passe dans les villes qui sont densément peuplées. Imaginez la densité de nos villes. Nos villes sont densément peuplées. Senkasé, Dapaon, Mango, Kanté, Nyamtougou, Kara, Bafiro, je sais pas, Sokolé, Sotoubois, Blita, je sais pas, Agné, Atakpame, Ouahala, tout ça, jusqu'à Lomé, c'est des villes qui sont densément peuplées. Donc on peut faire une théorie catastrophique. Dans tout projet, il y a les facteurs de risque. Notier, Agbelouvé, tout ça, Thévier. Il y a des facteurs de risque. À supposer que, à cause de l'état catastrophique de nos routes, un de ces camions se renverse et que ce produit se répand dans la nature. Vous avez une idée des conséquences? Vous avez une idée des conséquences? Vous avez une idée des conséquences? Donc, on va livrer notre pays comme ça pour des raisons de conservation de pouvoir à des étrangers qui font passer du matériel dangereux dans nos villes et vous ne voulez pas qu'on en parle? C'est pour ça que moi, je fais ce live d'interpellation. Je n'accuse personne, mais j'interpelle le gouvernement et j'interpelle en même temps les Togolais. J'interpelle le gouvernement pour qu'ils viennent nous expliquer si cette cargaison va passer par le Togo, quelles sont les mesures de sécurité, de sûreté que le régime est en train de prendre pour préserver la santé de nos populations. C'est ce que je dis. Mais si la marchandise là ne passe pas par le Togo, c'est tant mieux. Parce que vous allez dormir la nuit et vous allez voir des titans passer la nuit. Parce qu'ils peuvent faire passer ça aussi la nuit pour que les gens ne voient pas ça. Ils peuvent faire un convoi nocturne. Donc, moi, je suis en train d'interpeller les gens. On parle quand même d'uranium. On parle quand même d'uranium et d'une forte quantité d'uranium. Donc, notre pays ne peut pas servir de couloir à ces genres d'activités. Déjà que Orano et l'État du Niger sont devant les tribunaux, donc le litige n'est pas encore tranché. Donc, le Togo, en acceptant que ce minerai passe pas sur ses territoires, se rend coupable de contrebande. Donc, c'est une méthode de voyou. Mais au-delà de ça, c'est le côté sécuritaire qui est important. Imaginez qu'une partie de cette cargaison se renverse dans un cours d'eau. Parce que nous avons beaucoup de cours d'eau sous le pont. Nous avons des routes avec des ponts partout. Imaginez qu'il y ait un accident, quelque chose se renverse dans un cours d'eau et que le cours d'eau soit contaminé et que tous ceux qui sont en aval de ce cours d'eau boivent l'eau là. Vous imaginez ce qui se passe? Donc, nous devons interpeller Faure Gnassingbé. Il ne peut pas ouvrir notre pays à des marchandises dangereuses, à n'importe quelle marchandise, parce que lui veut garder son pouvoir. Il ne peut pas aller signer des contrats derrière nous, sans informer les députés, sans débat national, sans nous dire pourquoi il cède notre port à des étrangers pour transporter du matériel dangereux.
Il doit nous dire ça. Et c'est une obligation de rendre compte à la République. Vous, les députés du NIR, là, je vous interpelle aussi. Vous êtes députés dans les localités où probablement ou possiblement cette cargaison, ce convoi va passer. À supposer ce convoi va passer par le Togo. Vous êtes des députés de toutes ces localités-là. Vous devez faire une interpellation pour qu'on vienne vous dire si cette cargaison d'uranium va passer par le Togo pour aller en Russie, quelles sont les conditions de sécurité et de sûreté. Déjà que les conteneurs dans lesquels cette marchandise est stockée, est-ce que c'est des conteneurs vraiment scellés de façon compacte et qu'il n'y aura pas de fuite? Je viens de vous lire les conditions. C'est pour ça que je fais ce live-là. Pour vous montrer comment ce que Faure est capable de faire, s'il faut conserver son pouvoir. Donc, voilà, moi, je n'ai pas besoin de vous répondre dans les pays où ça passait avant, comment ça se faisait. Chaque pays prend ses dispositions. Si ça passait dans un autre pays avant, il faut aller demander à ce pays comment ce pays s'organisait pour prendre ses précautions. Vous avez du caca dans la tête. Vous ne comprenez absolument rien. Vous avez du caca dans la tête. On vous dit qu'il y a un matériel, un minerai dangereux dont le transport peut mettre en cause vos parents. Vous venez de poser les questions. Qu'est-ce qui se faisait dans d'autres pays où ça traversait? Ce qui se passait dans les autres pays ne nous regarde pas. Ces pays prenaient leurs mesures. Mais nous voulons savoir quelles mesures on prend ici. Maintenant que ça doit passer par le Togo, au cas où ça doit passer par le Togo. Donc, il faut arrêter de vouloir trouver des excuses pour ce régime. Parce que ce qui se passe là, c'est vous-même, c'est vos parents, c'est vos frères qui sont en danger. Est-ce que cette cargaison a été expertisée? Donc, voilà ce que moi je veux partager avec vous. Après, si vous voulez aller supporter Faure Gnassingbé parce que c'est votre champion, allez le supporter dans ses bêtises. Allez le supporter dans ses bêtises. Supportez-le dans ses bêtises jusqu'au jour où ce qu'il est en train de faire vous rattrape ou rattrape vos parents dans les villages. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous avez un dirigeant qui ne vous rend pas compte. Il fait ce qu'il veut du pays. Il vend les richesses du pays à qui il veut. Il cède les pans entiers du pays à qui il veut. Il ne rend compte à personne. Et vous l'applaudissez. Vous l'applaudissez. Vous l'applaudissez. Vous n'avez même aucune idée des conséquences de ce qu'ils sont en train de faire sur le pays. Mais vous applaudissez. Parce que c'est votre parent, parce que c'est votre je ne sais pas quoi, parce qu'il est de votre village, parce que vous êtes de son parti. Même si ce qu'il fait nuit à votre propre parti, vous applaudissez. Vous êtes des misérables. Oui, je suis bien obligé de répondre parce que parfois, vous vous posez la question de savoir certains, s'ils sont vraiment des Togolais, s'ils ont un minimum de patriotisme par rapport à notre pays. Vous êtes obligé de leur répondre. Parce que les gens affichent une certaine, je sais pas, désinvolture vis-à-vis de notre pays, que vous vous posez la question s'ils sont vraiment des Togolais. S'ils sont vraiment des Togolais. Je ne sais pas s'ils ont la moindre idée de ce qu'on appelle matière radioactive. Je ne sais pas s'ils ont la moindre idée de ce qu'on parle, de ce dont on parle. Parce que je ne sais pas quoi, on leur glisse des billets de banque pour venir raconter des conneries. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans notre pays. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et c'est une interpellation que je fais. Ceux qui en sont conscients, c'est tant mieux. Ceux qui ne veulent pas être conscients, c'est leur problème. Mais on va surveiller ce convoi-là pour voir si vraiment il passe par le Togo et continuer de sonner l'alerte
pour que Faure Gnassingbé nous donne des explications. Aujourd'hui, il y a eu au Sénégal un débat sur la loi des finances, le budget. Ce débat a été diffusé en direct sur toutes les chaînes au Sénégal et même sur la page du Premier ministre Sonko. Lui-même, il a fait un direct sur sa page. Il diffusait le débat directement sur sa page. Et le document a été analysé page par page, secteur par secteur. Les députés même du parti de Sonko l'ont mis en difficulté, ont posé des questions pertinentes. Ils ont harcelé les ministres pour comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils attendent de la loi des finances? C'est comme ça que les dirigeants rendent compte de la gestion qu'ils font du pays. On peut tout reprocher aux gens, ce qui se passe au Sénégal, les problèmes, mais ils ont diffusé le débat à l'Assemblée en direct sur toutes les chaînes au Sénégal. Et c'était vraiment agréable à entendre, joli à écouter. Et les députés faisaient leur travail. Chacun pose des questions qu'il veut. Au Togo, on nous cache tout. Si on prend une richesse du Togo, on va vendre aux étrangers, personne n'est au courant. Personne ne connaît les contours du contrat. Même les députés qui votent les lois et qui contrôlent l'action gouvernementale n'ont pas accès aux documents. Et vous voulez qu'on n'en parle pas? Les contre-pouvoirs dans un pays, c'est l'opposition, c'est la presse, c'est les syndicats, mais c'est aussi les parlementaires. C'est leur droit le plus absolu de demander des comptes aux dirigeants. Le rôle d'un député, c'est de voter des lois et de demander des comptes au gouvernement. Mais chez nous, dès que vous commencez pas à en parler, les gens pensent que vous faites offense aux dirigeants, alors que les dirigeants sont payés par l'argent du contribuable. Faure, il est payé depuis 20 ans par l'argent du contribuable, c'est-à-dire les impôts des Togolais. Et si Faure se lève un matin, il prend une de nos richesses, il va vendre à un étranger, il doit nous rendre compte. Il doit nous rendre compte. Et ça, il y a des Togolais qui ne le savent même pas, mais ils disent qu'ils sont des citoyens. Il y a des Togolais qui ne savent même pas qu'ils ont le droit de demander des comptes aux dirigeants. Mais ils disent qu'ils sont des citoyens. À croire qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. Faure est un employé de l'État. Faure Gnassingbé, c'est un employé de l'État. Et donc, il doit rendre compte de la gestion qu'il fait du pays. Il n'est pas, si dans sa tête, il pense qu'il est un prince ou bien il est un roi et il dispose du Togo comme il veut, mais nous tenons à lui rappeler qu'il est l'employé. Il est l'employé de la République. Les ministres sont des employés de la République. Ils doivent rendre compte de la gestion qu'ils font du pays. Et ils ne peuvent pas se lever, prendre les richesses du pays, aller donner à des puissances étrangères sans rendre compte à la République. On parle, il y a des imbéciles qui viennent me parler des accords coloniaux. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos conneries, de tout ça là? Ce n'est pas d'aujourd'hui que moi je dénonce tout ce qui ne va pas dans nos pays. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je dénonce comment ils cèdent nos richesses aux étrangers. Je suis, sans trop m'enorgueillir, l'un des rares des journalistes qui ont dénoncé tout ce qu'ils ont cédé aux étrangers. Le fer de Bandjeli, les mines, le marbre, les clinkers, tout ça. J'ai fait des documents, j'ai écrit plusieurs articles, des recherches, le phosphate. Donc, arrêtez de venir étaler votre ignorance sur la place publique. Celui qui parle des accords coloniaux, s'il les connaît, il n'a qu'à le mettre sur la place publique. Les faux documents qu'on vous file, que vous racontez des conneries sur les réseaux sociaux, là, ici, vous êtes en face d'un journaliste. Hein. Si quelqu'un connaît les accords coloniaux, vous les sortez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des accords entre la France et les pays africains. Il y en a. Mais ce que vous avez brandi depuis 4 ans, que c'est les accords, ça n'a jamais existé. Dans jamais, aucun document. S'il y avait des documents certifiés qu'il y a des accords coloniaux que tous les pays ont signés en 1960, comme vous le dites là, les gens qui ont pris le pouvoir dans le Sahel allaient trouver ça dans les archives et allaient vous donner l'original depuis. Il y a des accords pays par pays qui ont été signés comme des accords militaires avec la France pour former les militaires, fournir du matériel, les armes, tout ça, pays par pays. On n'a pas rassemblé les chefs d'État en 1960 dans une salle et on leur a fait signer des accords. Sinon, Sylvanus Olympio n'aurait pas dit non à la France en créant sa propre monnaie. Le Togo est le premier pays, avant même Sékou Touré, à avoir, Sékou Touré disait non à la France en 58. En 60, je ne sais pas si c'est 58. Le Togo avait déjà dit non à la France en 58. Hein. Et Sylvanus avait créé sa monnaie. C'est le seul qui a franchi le pas en créant sa propre monnaie.
Et ça, les gens l'oublient. Quand on parle de panafricanisme, on parle de rupture avec la France, les gens pensent que le Togo est le pays qui était en avance sur tous les autres pays. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que le Togo est le berceau même de cette lutte contre la France. Aujourd'hui, c'est les Togolais même qui ne se valorisent pas, qui vont valoriser d'autres personnes au lieu de valoriser leur comment dire ça, leurs héros qui ont dit vraiment non. Sylvanus était l'un des rares à avoir créé sa propre monnaie, avant même les autres. Donc, nous, on lutte contre les Togolais, hein, les Togolais qui sont vraiment des patriotes. Ils luttaient contre la France, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que vous allez venir nous raconter les histoires de panafricanisme, de je ne sais pas quoi. C'est pour ça que je n'aime pas écouter ces histoires-là. Sylvanus a payé de sa vie pour le Togo. Et nous, nous sommes dans ses pas. Sans bruit. Donc, voilà ce que moi, j'ai voulu partager avec vous. Et moi, je vais mettre fin à ce live-là. Moi, je suis preneur. Je suis vraiment preneur de celui qui a un document original des accords coloniaux. Si vous l'avez, vous me le donnez. Moi, je suis un journaliste et je suis un journaliste d'investigation. Je sais fouiller les archives et je fais du fact-checking. Le document que vous partagez partout sur les réseaux sociaux, là, c'est un fake qui a été balancé en 2016 par un Béninois dans un journal un peu complotiste en Angleterre. Ça n'a jamais existé. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des accords entre la France et les pays individuellement. Mais le document que vous avez fait circuler, que vous commentez partout, que voilà les accords coloniaux, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Si ce document existait, ceux qui ont pris les pouvoirs au Sahel et qui ont dit non à la France allaient le retrouver dans leurs archives et allaient vous donner l'original. Parce qu'un accord est un document que chaque partie garde. Autant les Africains allaient garder une copie, la France aussi allait garder une copie. C'est ça la réalité. Donc, les gens, ils se laissent facilement embarquer par des histoires, des spécialistes de je ne sais pas quoi, qui sont nés aujourd'hui et qui racontent tout et n'importe quoi. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Donc, voilà, je vais terminer par les prisonniers qui font la grève de la faim, et puis aussi avec notre sœur Amavi qui a disparu. Il semble qu'elle serait dans... Certains disent qu'elle est à la DPJ, d'autres disent qu'elle est à BRI. Moi, je ne sais pas encore pour le moment. D'ici dimanche, on saura où est-ce qu'elle est gardée. J'espère qu'ils ne vont pas aussi la toucher comme ils ont touché Grace. Et puis demain, ils viendront nous dire qu'ils ne l'ont pas touché. Quand je dis toucher, vous comprenez ce que je veux dire. Mais je voudrais vous informer que par rapport à la grève des détenus, il y a une délégation qui allait voir le 27 novembre, donc hier, une délégation composée du directeur de l'administration pénitentiaire, ça doit être M. Idrissou, le chef corps des SAP, c'est les services de l'administration pénitentiaire, les soldats là, qui gardent les prisons, donc leur chef corps, et le chef prison Balaka, ils sont allés voir les détenus. Pour ceux qui font la grève, en tout cas une délégation de ceux qui font la grève, pour leur dire de mettre fin d'arrêter la grève de la faim, d'arrêter leur grève de la faim et d'introduire une demande de grâce auprès de Faure Gnassingbé. Ceux-ci sont partis proposer à nos frères qui sont en prison et qui font... il semble que il y a une médiation qui est confiée à Faure Gnassingbé à Guinée-Bissau. Bon, je vais vérifier ça. C'est quelqu'un qui écrit ça dans les commentaires. Donc, Faure, lui, c'est le Blaise Compaoré de la région. Donc, il veut jouer le Blaise Compaoré de la région. Donc, cette délégation est partie voir un groupe de prisonniers pour leur dire d'arrêter la grève de la faim et d'introduire une demande de grâce auprès de Faure Gnassingbé pour qu'on puisse les gracier, les libérer. Les gars ont refusé. Donc, la délégation est composée de DG de l'administration pénitentiaire, du chef corps de la SAP et du chef prison. Et ils sont allés hier. Et aujourd'hui, d'autres personnes sont retournées en prison, toujours pour leur faire la même proposition, pour leur mettre la pression, ouais. Et comme pour dire que... OK, donc, que Faure a été désigné pour faire
Faure a été désigné pour faire la médiation en Guinée-Bissau. Bon, il y a quelle médiation à faire encore en Guinée-Bissau? Le gars a été déposé par les officiers qui ont mis fin au processus électoral. Ils ont pris le pouvoir. Bon, quelle médiation Faure va faire en Guinée-Bissau? Il va faire quelle médiation? Et avant-hier, quand ils ont fait le sommet extraordinaire en visioconférence sur la Guinée-Bissau, lui et son ministre des Affaires étrangères n'ont pas jugé utile de participer. Ils ont envoyé le ministre de la Coopération. Il y a un nouveau ministre de la Coopération. Comme pour dire à la CEDEAO, bon, nous, on est occupé maintenant, on est maintenant avec les Poutines, on ne s'occupe plus de la CEDEAO. Donc, on vous envoie un second couteau. Et on a nommé un petit ministre de la Coopération. De temps en temps, c'est lui qu'on va vous envoyer. Nous, on est au haut niveau maintenant. Donc, eux, ils n'ont pas participé à la réunion. Ils ont envoyé M. Johnson, je pense, c'est le nouveau ministre de la Coopération, qui était à la réunion. Donc, il n'y avait ni Doucet, ni Faure Gnassingbé à la réunion, parce qu'aujourd'hui, au sein de la CEDEAO, leur attitude agace les autres chefs d'État. Leur jeu trouble agace les autres chefs d'État. Et je pense que comme il veut se parer du manteau du médiateur, ils se sont dit, bon, comme il n'a rien à faire dans son pays, il est tellement libre, il a tellement développé son pays, il a fait tellement de routes, il a construit les universités, il a construit les écoles. Donnons-lui la médiation en Guinée-Bissau, puisque c'est quelqu'un qui veut avoir un doctorat en médiation. Donc, nous, les autres chefs d'État de la CEDEAO, on a des routes à construire, on a des hôpitaux à construire, on a des choses à faire dans nos pays, on n'a pas le temps. Comme lui, il est libre, donnons-lui la médiation. Donc, il vient de lui confier la médiation en Guinée-Bissau. Donc, il veut avoir un bac plus 10 en médiation parce que dans son pays, il n'a rien à faire. Lui, il a un avion qui est disponible, il a des moyens, il peut prendre un jet privé, aller partout. Donc, c'est le seul qui est disponible dans la région. Ouattara avait travaillé pour développer son pays, John Mahama avait développé son pays, Tinubu veut développer son pays. Ça, je parle de ce qui reste de la CEDEAO. Doumbouya veut développer son pays. Madabio veut développer son pays, mais Faure, lui, il a tellement développé le Togo que la seule chose qui lui reste maintenant, c'est la médiation. Il veut avoir tous les trophées de médiateur. Donc, apparemment, au sein de la CEDEAO, ils ont compris que c'est ça qu'il aime. Donc, quand il y a une petite crise, on dit, est-ce que Faure Gnassingbé est là? Donnez-lui la médiation. Donc, il a été désigné pour aller faire la médiation en Guinée-Bissau. Je ne sais pas ce qu'il va aller dire parce que, comment on appelle ça? Le clown là, comment il s'appelle? Ambalo, lui, il est déjà à Dakar. Il semble qu'il veut aller à Brazzaville chez son ami Sassou. Et les militaires, ils ont mis fin au processus électoral. Ils ont décrété une transition de 1 an. La seule médiation peut-être à faire, c'est de libérer les opposants. C'est de demander de libérer les opposants. L'opposant qui a gagné l'élection, mais qui est obligé aujourd'hui de ne pas pouvoir prendre le pouvoir. C'est un truc genre à la gabonaise, quoi. Donc, il va aller faire quelle médiation? Pour libérer les opposants, on n'a pas besoin de médiateur. Mais comme il est tellement libre, ses compères de la CEDEAO se moquent de lui et il lui donne ça. Et lui, il va être content, il va prendre son avion, il va aller là-bas, il va dire oui, voilà. Pendant ce temps, son pays est dans des difficultés. Donc, ils sont allés demander à ces prisonniers-là de mettre fin à la grève de la faim et introduire une demande de grâce auprès de Faure pour qu'on puisse les libérer. Donc, hier, les gars ont refusé. Aujourd'hui, il y a une autre délégation qui est retournée en prison les voir pour leur demander toujours de faire la même chose. Apparemment, les jeunes n'ont pas cédé. Donc, tu portes à croire que la grève de la faim et la question des prisonniers embêtent sérieusement le pouvoir. Ils veulent chercher un moyen de libérer peut-être certains prisonniers, mais comme ils ne veulent pas perdre la face, ils veulent forcer les enfants, ils veulent forcer les jeunes, ou bien ils veulent forcer les détenus à faire une demande pour qu'ils disent que c'est les détenus même qui ont demandé d'être libérés et nous on a accepté. Apparemment, il y a une pression quelque part sur eux. Ils veulent se débarrasser des enfants, mais ils ne savent pas comment le faire pour qu'on ne dise pas que c'est la pression qui a fait qu'ils ont libéré les gens. Donc, ils demandent que les gens n'ont qu'à envoyer une lettre de demande de grâce pour que le PC puisse les libérer. Si vous voulez les libérer, libérez-les. Si vous ne voulez pas les libérer, laissez-les. Donc, n'allez pas en prison les emmerder tous les jours. Vous continuez d'ailleurs pas à arrêter d'autres personnes. Vous allez dire aux gens de faire des demandes pour une grâce présidentielle ou bien grâce
PC, je ne sais plus si c'est grâce présidentielle. Comme c'est maintenant PC, je ne sais pas comment appeler cette grâce-là. La grâce du président du conseil. Mais vous ne continuez pas à arrêter les gens et arrêter les femmes. Amavi vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Amavi Katanga, elle vous a fait quoi? C'est les femmes qui vous font peur maintenant. Donc, il y a Amavi, il y a Grace, il y a Nyakade, il y a encore d'autres femmes, je ne sais plus. C'est les femmes qui vous font peur maintenant. Hein? C'est les femmes qui sont inoffensives, qui vous font peur maintenant. Vous sautez sur les femmes. Vous n'avez pas honte. Oui, grâce présidentielle. Merci, protocole. C'est les femmes qui vous font peur maintenant. Les gars, merci pour le temps que vous avez passé avec moi. Donc, comme je le disais, ils ont sauté notre nouveau compte TikTok. Donc, on a créé un autre compte sur lequel on fait actuellement le live. On a créé une dizaine de comptes. Donc, vous pouvez sauter les comptes tous les jours et nous, on a déjà une dizaine de comptes en stock. Vous sautez un compte, on allume un autre. Vous en sautez, on allume un autre. C'est vous qui avez du travail, c'est vous qui allez dépenser de l'argent. C'est vrai que vous avez de l'argent dans le pays. Nous, on s'en fout. Et on continuera pas à faire les lives de sensibilisation, apporter la lumière là où il y a l'obscurité, expliquer les choses aux Togolais, demander des comptes aux gouvernants, c'est notre rôle. C'est le droit des Togolais de demander des comptes aux dirigeants. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale au Sénégal sur la loi des finances, le budget. Le débat a été diffusé en direct sur toutes les chaînes au Sénégal, y compris sur la page Facebook de Sonko. Et en suivant ce débat-là, vous allez dire, les gens sont en avance. Toutes les questions ont été posées dans les moindres détails. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce projet et les fonds que vous voulez allouer à ce secteur? Pourquoi? Au Togo, ils refusent même aux journalistes de venir à l'Assemblée nationale suivre les débats sur le budget. Ils refusent que les journalistes indépendants viennent à l'Assemblée nationale suivre le débat sur le budget. Ils refusent. Comment est-ce que vous pouvez rendre compte aux populations si vous refusez que les journalistes viennent sur le débat à l'Assemblée nationale? En France, ici, et je suis sûr que ça se passe dans d'autres pays, même les débats sur le budget des mairies, c'est ouvert à tout le monde. Le débat sur le budget des mairies ou des régions, c'est ouvert à tout le monde. Vous êtes libre de poser des questions, de demander. Mais comment est-ce que dans un pays où on veut discuter de la loi des finances, et donc, comment est-ce qu'on va taxer les populations, les impôts qu'on va percevoir, on ne veut pas faire un débat national. On ne veut pas diffuser le débat pour que les gens écoutent. Donc, les Sénégalais, là, donc, ils sont... Mais attendez. Oui, non, les journalistes de la TVT, ils y vont même, mais ils ne diffusent pas en direct. Ils prennent juste quelques éléments pour venir faire le journal. Ça passe à peine 4 minutes dans le journal de la TVT. Ils y vont, mais ils prennent juste quelques éléments. Et ils prennent quelques éléments. Donc, nous sommes en face des gens qui, fondamentalement, ont horreur de rendre compte de la gestion qu'ils font du pays. Des gens qui ne veulent pas rendre compte de la gestion qu'ils font du pays. Ils ont horreur de ça. Et ça, c'est inacceptable dans un pays. Parce que toutes les richesses qui sont sur le territoire togolais appartiennent à tous les Togolais, aux contribuables togolais. Nul n'a le droit de les prendre comme il veut, de les utiliser comme il veut. Non. C'est ça que nous devons inculquer à tous les Togolais. Bonsoir chez vous. Technique. À dimanche pour la messe. J'irai pas, mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Un jour me levant, je me pose la question, en quoi pourrais-je servir ma nation?
Avec fierté, je me suis engagé. Et dans les rangs des aberrations me résonnent. Un jour en mission, mon supérieur m'ordonne d'ouvrir le feu sur mes propres compatriotes. Or notre mission, c'est de protéger la nation. Alors... Le compte TikTok s'appelle Kossi Officiel. C'est sur ça qu'on est en train de faire le compte, on est en train de faire le live actuellement. Le nouveau compte TikTok s'appelle Kossi Officiel. Si d'ici dimanche, ce compte aussi n'est pas sauté, c'est sur ça qu'on fera le live dimanche. Abonnez-vous massivement. Mais sachez que tous nos comptes sont attaqués tous les jours. Et donc, si un compte saute, on en a créé plein, on en a en stock. Donc, on fera toujours des lives, ne vous inquiétez pas. Parce que le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est que par rapport au 8 décembre, ils ne veulent pas qu'il y ait une sensibilisation de la population. Ils veulent couper tous les canaux qui envoient des messages au pays. Et puisqu'ils ont la pression, ils ne savent pas ce que le 8 va donner. Ils ne savent pas. Ils sont un peu inquiets puisque... ils ont invité des gens, je pense qu'il y a des chefs d'État qui viennent à leur conférence, ils ne veulent pas qu'il y ait des manifestations qui montrent que le pouvoir est contesté. Donc, à partir de cette semaine jusqu'à la semaine prochaine, ils vont déployer énormément de moyens pour empêcher une communication vers le pays, mais en plus, ils vont arrêter les gens. Ils vont arrêter les gens comme ils ont arrêté à ma vie parce qu'ils savent que la dame, elle est dans les lives, elle mobilise. Donc, ils vont faire ce que moi j'appelle des frappes préventives. Ils vont arrêter des gens, des jeunes qui sont peut-être qu'ils ont identifiés comme des mobilisateurs, des meneurs, ils vont les arrêter. Et donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, voilà. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à travailler. Et si nous, en face d'un obstacle, il faut qu'on trouve la solution. Donc, nous devons continuer à sensibiliser, nous devons contrecarrer leurs attaques. Ils sont sur 3 fronts. Hein. Ils sont sur le front de la guerre numérique. Ils sont sur le front de la riposte, ils sont sur le front aussi des arrestations et ils sont sur le front aussi de la désinformation. Ils ont payé beaucoup de gens, hein, ils animent des contre-panels, des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Ils ont fait circuler beaucoup d'argent dans la diaspora. Tout ça, on le sait. On le sait. L'objectif, c'est de semer la diversion, de dire des choses. Donc, c'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, il faut s'éloigner de tous les lives qui ne sont pas dans le sens de la mobilisation pour le 8 décembre. Encore que le 8 décembre, ce n'est pas, c'est pas, comment je dirais ça, c'est pas une date, si ça marche, ça marche, si ça ne marche pas, il faut continuer à mobiliser les gens. Mais il faut s'éloigner de tout ce qui peut apparaître comme des trucs de division, des trucs de diversion, des gens qui viennent mettre les bâtons dans les roues des autres et tout ça, avec des arguments à tirer les cheveux. Tout ça, c'est organisé. Tout ça, c'est organisé. C'est organisé. Donc, ils sont sur tous les fronts. Tout ça, c'est organisé. C'est fait de manière à semer la discorde, la division, à dérouter les gens des objectifs. Et donc, nous devons rester focus, fermer nos oreilles, fermer les yeux, boucher nos oreilles, ne même pas écouter les gens qui racontent tout et n'importe quoi et se focaliser sur la mobilisation. Si le 8, les Togolais qui sont au pays trouvent qu'ils souffrent suffisamment et qu'ils sortent pour manifester, c'est tant mieux. S'ils ne veulent pas sortir, on ne va pas être découragé, il faut continuer à mobiliser, c'est tout. Un jour, ça va payer. Et comme je le disais tantôt, c'est fort qui est en difficulté. Ce n'est pas le peuple qui est en difficulté. Aucun dictateur n'a jamais gagné une bataille contre un peuple. C'est lui qui est en difficulté. C'est lui qui ne dort pas. C'est lui qui court dans tous les sens. C'est lui qui va signer des accords pour se protéger. Mais les Togolais, eux, continuent leur combat normalement. Ils continuent leur combat. Nous qui nous battons, nous avons la certitude qu'on va gagner. Nous qui nous battons pour la bonne cause, nous avons la certitude qu'on va gagner. Nous avons la certitude que tant que nous ne continuons pas à nous battre, on va mettre en difficulté le régime. Mais ceux qui ne se battent pas, c'est eux qui sont du mauvais côté de l'histoire. Donc, continuons pas à nous battre et ayons foi que les actes que nous posons, aussi infimes, aussi petits soient-ils, finiront par payer un beau matin. C'est tout. Mais le drame, c'est de démissionner ou c'est de dire, bon, tout le monde non,
né au dénoncer régime ya yo so abo nglobe ye gbereka on va titebele ilumé no tunu ko wale attendez, nous n'avons même pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes bien obligés de continuer par nous battre. Et ça va payer. Ça finira par payer. Parce que les étoiles sont alignées pour nous. Nous avons une longueur d'avance sur eux. Ils sont tellement en difficulté qu'aujourd'hui, ils ne savent pas où ils vont. Regardez, Faure ne gouverne plus vraiment le Togo. Toute son énergie, il l'utilise pour se défendre. Aujourd'hui, c'est lui qui est sur la défensive. Toute son énergie, il l'utilise pour contrecarrer tous ceux qui appellent à manifester, ceux qui les dénoncent. Il n'a même plus le temps de regarder le pays, de gouverner. Et ça, c'est ce qu'on appelle la guerre d'usure. Et ça, ce sont les activistes qui lui imposent ce rythme-là, qui fait que, regardez-le, il a beaucoup vieilli. Il est aussi fatigué, mais il s'accroche. Si Faure ne mettait pas du yombo dans la tête, vous savez qu'il met du yombo, vous allez voir que tous ses cheveux sont blancs. Moi-même ici, j'ai des cheveux déjà qui sont blancs. Et donc, il est fatigué. Il est fatigué, il dort peu, il est obligé de se battre. Il est obligé parce qu'il ne sait pas d'où le coup fatal peut arriver. Donc, il est stressé. Mais si nous allons dormir, que non, nous sommes fatigués, là, il va retrouver ses forces. Quand il y a eu ce petit moment d'hésitation entre-temps, là, entre les événements du 6 et ce qui s'est passé après, il a retrouvé les forces, il a repris les voyages. Il a retrouvé ses forces, il a repris les voyages, il a retrouvé le sourire. Mais entre le 6 et le 27, 28, 29, 26, 27, 28, il était caché. Il sortait à peine. Donc, ce que la dictature déteste le plus, c'est les troubles permanents. Ce qu'une dictature déteste le plus, c'est le harcèlement permanent, c'est les troubles permanents, c'est les mots d'ordre permanents qui le mettent en difficulté. En démocratie, c'est supportable. Parce qu'en démocratie, si vous manifestez, on vous encadre. Mais la dictature, quand vous mettez la pression de façon permanente, cette pression peut provoquer un déclic. Parce qu'il y a d'autres personnes dans le pays qui aussi veulent le pouvoir, mais pour le moment, ils n'ont pas encore sorti leur tête. Ils attendent le bon moment. Donc, plus vous mettez la pression sur le dictateur, il perd le pédale, il commet les erreurs. Je vais vous dire pourquoi, par exemple, la communication de la gendarmerie la dernière fois est une erreur très grave qu'ils sont en train de regretter. Je vous dirai ça dimanche. Tout ça, c'est l'opinion, la pression de l'opinion, les pressions qui sont faites qui les obligent à faire les erreurs comme ça. Parce qu'ils cherchent à se débattre et ils font des erreurs, ils tombent dans des pièges. Mais si vous vous abandonnez, que vous allez rester tranquillement quelque part en disant oui, on va attendre le bon moment pour agir, mais eux, ils vont reprendre des forces contre vous. C'est ça la réalité. Donc, aucune dictature n'aime la pression permanente parce que cette pression les oblige à se défendre et ils n'arrivent pas à travailler. Donc, il faut continuer par mettre la pression. C'est ça la réalité. Donc, il faut que chacun mouille le maillot. Ne pensez pas que tous les panels que vous faites, toutes les dénonciations que vous faites là, ça n'impacte pas le régime. Ne pensez pas que c'est parce que vous le faites sur TikTok que ça ne les impacte pas. Ça les impacte. C'est pour ça qu'ils suppriment les comptes, qu'ils suppriment les réseaux sociaux, qu'ils font de la restriction d'Internet. Parce que ça les impacte. Donc, il faut continuer par le faire. À dénoncer surtout, à les mettre devant les faits accomplis. Un matin, ça va payer, forcément. C'est pour ça que je vous dis, nous devons rester sereins. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont appelé de partout. Il y a même des grandes sœurs qui m'ont appelé. Oh, Ferdinand, oh, mais fort, il y a Poutine, bolo, ah, oh, et voilà, Togo la va trop, berika, oh, mais bien, mais Poutine, et je leur dis, arrêtez ça. Les gens avaient le moral cassé parce que c'est la réaction qu'ils cherchent. C'est l'impact qu'ils cherchent sur nous quand ils vont balancer des images comme il faudrait aller serrer la main de Poutine. On n'a rien à cirer de tout ça. Bachar el-Assad était le projet de Poutine, il a fui. Et comment l'appelle-t-on Ambalo. Vous avez vu comment Ambalo, il marchait, il balançait ses fesses pour aller saluer Poutine. Il a fui aujourd'hui. Et nous, comme c'est une guerre psychologique, nous devons aussi trouver les moyens de communication pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire là, ça ne leur conduira nulle part. Et ceux qui maîtrisent cette manière de faire, c'est les bons communicateurs. C'est pour ça que la dernière fois, on leur a projeté les images
de Ambalo qui allait aussi chez Poutine, mais il est tombé. Donc, il faut avoir l'intelligence de neutraliser ce qu'ils mettent dans la tête des gens, le virus qu'ils mettent dans la tête des gens, en disant, ah ouais, oh ben, Poutine, c'est le dieu de la terre, qu'il faut avec Poutine va boire, et va faire ma Poutine va là, les autres, il faut balayer tout ça. Il faut balayer tout ça dans la tête des gens. Ce travail-là, c'est nous qui devons faire ça. Nous qui comprenons la manœuvre, c'est à nous de faire ça. C'est comme en projetant les images du Gabon, on cherche des impacts sur eux. Et je vous assure que ce qui s'est passé au Gabon, ça a eu beaucoup, ça a travaillé les ménages de beaucoup de gens au Togo. Donc, ces images-là, il faut les projeter. Il faut leur faire comprendre que ce qui se passe là-bas, ça peut leur arriver à tout moment. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Vous les voyez, vous pensez qu'ils sont trop forts. Non. Pourquoi le dictateur tue? Le dictateur tue parce qu'il est faible. Le dictateur tue parce qu'il n'est pas fort. Les gens, les assassins, c'est des gens qui sont faibles. C'est des gens qui sont malades. Et les assassins n'aiment pas qu'on leur projette. C'est-à-dire, celui qui tue, le bourreau n'aime pas qu'on passe derrière lui avec un coupe-coupe. Vous savez l'image que l'exécution de Tchétcheskou a eu sur Mobutu? Il a limogé immédiatement son ministre de la Communication. Parce que la télévision zaïroise à l'époque a commis l'imprudence de passer l'image de l'exécution de Tchétcheskou et sa femme au journal de 20h. Mobutu a senti un choc terrible. Il a viré immédiatement le ministre de la Communication. Parce que les dictateurs n'aiment pas qu'on leur projette l'image de la fin de leurs semblables. Parce que dans leur tête, c'est comme ça que tous vont finir. Donc, c'est pas ça qu'il faut les avoir. C'est une guerre psychologique. Donc, quand on nous dit que oui, il faudrait partir voir Poutine, on n'a rien à foutre de ça. Il y a des gens qui sont partis voir Poutine, ils sont tombés. Oui, le ministre s'appelait Sakombi, oui, je pense que c'est ça. Mobutu l'a limogé immédiatement. Parce que Mobutu a vu dans l'exécution de Tchétcheskou lui-même sa propre fin. Vous voyez? Donc, les dictateurs, c'est des gens qui sont très faibles. Ils jouent les durs seulement. Ils jouent les durs en face des gens. Mais c'est des gens qui... On va vous dire que le dictateur ne dort pas au même endroit. Le dictateur, quand il est traqué par son peuple, il dort ici aujourd'hui, il dort ici demain, il dort... Pourquoi vous pensez qu'il construise plusieurs maisons? Vous pensez qu'il faut construire les maisons partout? Pourquoi? Parce que s'il est traqué ici, il va aller dormir ici. S'il sent qu'il y a un danger, il va aller dormir ailleurs. Il va aller dormir ici, il va aller dormir ici. C'est ça les dictateurs. C'est pour ça qu'ils font des trucs comme ça. Ils ont des maisons cachées, ils ont des endroits cachés, ils ne dorment pas au même endroit parce qu'ils ont peur. Et donc, il ne faut jamais cesser de mettre la pression sur les dictateurs. Et c'est en leur mettant la pression qu'ils commettent les erreurs. Le 6 juin, ils ont commis l'erreur de la répression. Les images qui ont circulé dans le monde les ont fragilisés. Aujourd'hui, ils savent que l'affaire de VIOL, de Grèce, est en train de les fragiliser. C'est pour ça qu'ils ont fait ce communiqué-là. Je vais vous dire dimanche qui a fait ce communiqué. Ils savent que le truc de Grèce est en train de leur créer des problèmes dans certains milieux. Ils savent que la grève de la faim des prisonniers est en train de les discréditer. C'est pour ça qu'ils envoient des délégations en prison pour convaincre les gars de cesser la grève de la faim et de demander une grâce. Sans la pression, ils ne feraient pas ce genre d'erreur. Donc, les gens qui disent, oui, restez, le jour où on va trouver une stratégie, on va les faire tomber. Non, la stratégie, c'est de maintenir une pression permanente. Celui qui a une solution avant les autres, il n'a qu'à agir. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, il faut obliger Faure Gnassingbé à gérer la conjoncture. Il faut l'obliger à gérer la conjoncture. Il faut l'obliger à gérer le pays au rythme, au prisme de la crise, plutôt que de le laisser tranquille. Si vous le laissez tranquille, il va retrouver ses forces. Mais chaque jour, si vous l'obligez à aller dans votre sens, il est obligé de trouver les moyens de ne rien faire. Quand il dort, il va dire, ah, le maudit de Ferdinand, là, qu'est-ce qu'il va encore raconter? Les maudits de M66, là, les Zaga, machin, là, qu'est-ce qu'ils vont encore fabriquer? Les chefs cantons, qu'est-ce qu'ils vont encore fabriquer? Les maudits de je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils vont encore fabriquer? Tous ceux qui font les lives, qu'est-ce qu'ils vont fabriquer? Donc, il vit au rythme de ça. Il va vivre au rythme de ça.
Est-ce qu'ils sont en contact avec des informateurs? Est-ce qu'ils sont en contact avec des militaires? Est-ce qu'il y a des barons qui leur filent les informations? Il va se mettre à surveiller tout le monde parce qu'il est paranoïaque. Et il faut l'amener à être paranoïaque. Et quand on est paranoïaque, on fait des erreurs. Voilà. J'ai appris qu'il cherchait à l'Assemblée nationale à voir qui m'a donné les informations quand on a donné les consignes aux députés pour aller voter Classou. Je ne sais pas comment ils vont faire parce que je ne connais personne là-dedans. Mais il faut les obliger à faire ça. Donc, voilà ce que nous devons faire. Et un jour, ça va payer. C'est nous qui sommes en avance sur lui. C'est lui qui est en difficulté. Et un pouvoir de 50 ans ou de 60 ans est plus en difficulté. Il est plus proche de la sortie que de l'entrée. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour sauver sa peau. Mais jusqu'à quand? Le temps est compté pour lui. Pas pour nous, mais pour lui. Même si nous tombons en pleine bataille, il y a 1000 personnes qui vont se lever. Et la bataille, ce n'est pas une question de Ferdinand, de M66, de tous ceux qui animent les lives. Ça va au-delà de nos petites personnes. Nous ne sommes que des instruments. Et si nous tombons aujourd'hui, il y a 1000 personnes qui vont faire le même combat. Donc, on n'a rien à cirer. Nous, on est dans une logique de s'en fout la mort. Il faut libérer le Togo. Et libérer le Togo, c'est une affaire de tout le peuple togolais. On n'a pas à s'accrocher à un individu. Et Ferdinand, tu vas gnoliquer quoi, volo. Non, on n'a rien à cirer de tout ça. Dans un peuple là, toujours un ressort pour rebondir. Le peuple a toujours un ressort pour rebondir. Ce n'est pas les individus qui comptent. C'est ce que nous faisons qui est le plus important. Les individus, ce sont des denrées périssables. Je peux dormir tout à l'heure et ne pas me réveiller demain. Je ne suis pas... Il y a des gens qui sont plus importants que moi, ils sont morts. Monseigneur Bariga est une grande figure au Togo. Ça fait déjà 2e année qu'il est décédé. Qui en parle encore? Peut-être l'Église qui se rappelle de lui. Je ne suis pas plus important que Monseigneur Bariga. C'est quelqu'un d'une intelligence illimitée. Il est mort. Donc, le pape, je ne sais pas quoi, Benoît, c'est pas le dernier pape, il est mort. Personne n'en parle. Donc, nous sommes des denrées périssables. Donc, nous ne devons pas être dans notre ego des obstacles pour la lutte. Moi, je ne suis personne dans cette lutte. J'apporte juste ma contribution. Demain, je peux ne pas me réveiller. Mais les Togolais doivent continuer la lutte. Demain, il y a d'autres personnes qui peuvent ne pas se réveiller. Ça ne veut pas dire que la lutte s'arrête là. Donc, nous ne devons pas mettre tout notre espoir sur des individus. Nous devons mettre nos espoirs sur des convictions et sur les valeurs que nous défendons. C'est le plus important. Et donc, moi, je ne suis personne dans cette lutte. Je suis juste un instrument. Et mon corps, là, c'est une denrée périssable. Je peux ne pas me réveiller demain. Une semaine après, on m'a enterré, c'est fini. Ou 3 jours même, on m'a enterré, c'est fini. Les gens vont pleurer. Et puis, c'est fini. On va dire, il y avait eu un garçon qu'on appelait Ferdinand. Il était très dur, mais il est mort. Mais la lutte continue. C'est ça la réalité. Donc, nous devons prendre tous ces éléments-là et les mettre les uns à côté des autres et façonner notre capacité à résister face à l'adversaire, notre capacité à tenir face à l'adversaire. Je l'ai dit la dernière fois, le régime ne nous fera jamais de cadeaux. Et ils ne nous font pas de cadeaux. Ils vont donner des moyens à leurs communicants de nous discréditer, de nous attaquer, de nous insulter. Ça, c'est ce qui est le plus commun. Ils vont chercher des moyens de nous atteindre physiquement. Ils vont nous faire la guerre numérique. Mais nous ne devons pas nous décourager par rapport à tout ça. On doit rester solide dans la tête. Celui qui est solide dans la tête, c'est lui qui arrive au bout d'un combat. Donc, voilà. Quand vous gagnez la bataille dans la tête, vous la gagnez déjà. Donc, nous, c'est ce que nous devons faire. Nous avons des grands frères que je vois dans les commentaires, les Eloi Kusao. Quand ils ont commencé, nous, on était très jeunes. Eux, ils sont aujourd'hui nos grands frères. Nous avons marché dans leurs pas. Nous avons marché dans leurs pas. Il y a d'autres jeunes qui vont marcher aussi dans nous aussi nos pas. Peut-être que c'est les jeunes qui viennent après nous qui vont conclure la lutte. Mais nous, on aura balisé le chemin pour eux. Mais le plus important, c'est que nous soyons des gens véritablement engagés, cohérents, et nous devons être des modèles de résistance pour ceux qui nous suivent. Pour que ceux qui nous suivent disent, grand frère, il y a Aminton Tobeni, il n'a jamais fléchi, nous avons marché dans ses pas. C'est ça. Et nous marchons aussi dans les pas des autres. C'est ça le plus important. Donc, nous ne devons pas fonder nos espoirs sur des individus. Les individus, ils peuvent se lever matin et dormir et ne pas se réveiller le lendemain. Voilà. Donc,
Moi, je vous dis sincère merci. Merci pour ce soir. Et on se retrouve dimanche pour la grande messe. Dimanche, on va encore parler beaucoup du port autonome de Lomé, de Bolloré. On va parler des phosphates. On va parler de... C'est pour ça que j'ai voulu évacuer ces petits sujets-là ce week-end, parce que dimanche, on va faire beaucoup de chiffres. On va parler de beaucoup de choses. Vous allez voir comment ils sont en train de brader notre pays aux étrangers. Et moi, c'est ce côté-là qui me fait très mal. Ce côté antipatriote de nos dirigeants, ce côté tellement de nos dirigeants qui cèdent nos biens des étrangers. C'est ça qui me fait très mal. Parce que ce n'est pas normal. C'est une trahison de la nation. C'est une trahison de notre nation. Que d'aller vendre, d'aller céder nos richesses aux étrangers pour la conservation d'un pouvoir. Ce n'est pas possible. C'est une trahison de notre nation. Franchement. Et ces gens-là, en temps normal, c'est même la peine de mort. C'est une haute trahison. C'est une haute trahison. C'est une association de malfaiteurs. Ceux qui dirigent ce pays-là. C'est une association de malfaiteurs. Franchement. Vous allez voir les documents que je vais projeter dimanche, les facilités qu'ils ont accordées à des gens. C'est pas possible. Je me pose la question parfois si ce sont des Togolais qui dirigent ce pays ou ce sont des étrangers qui ont pris possession de notre pays. Si ce sont des vrais Togolais qui dirigent ce pays. Je me pose parfois la question. Allez, maintenant je vais y aller. Bonsoir. Technique. Merci. Merci à ça. J'irai pas, mon général, j'irai pas. Quand je parle, j'ai des ulcères. Franchement, hein, quand je parle, j'ai des ulcères. Je suis tellement, j'ai des ulcères sur le Togo. Franchement, ça vient de mes tripes. Le mal qu'ils font à ce pays, je ressens ça tellement que j'ai des ulcères. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens soient à ce niveau d'antipatriotisme. Mais un jour, on va y arriver.